et bienvenue dans un nouveau carnet de lecture. Installez-vous bien confortablement et on est parti pour une petite demi-heure de blabla livresque. Nous sommes déjà bien avancés dans la semaine, hein. J'ai pris mon temps pour ouvrir ce carnet de lecture, enfin que voulez-vous, c'est comme ça. Mais l'avantage, c'est que j'ai plein de choses à vous dire. J'ai donc 3 retours lecture à vous faire et j'ai un petit unboxing. Donc restez avec moi et on commence tout de suite avec mes retours lecture. On commence ces retours lecture avec ma lecture audio, dernière lecture audio que j'ai terminée. Il s'agit de The American Roommate Experiment de Helena Armas. Et j'avoue que c'était un plaisir de découvrir la plume d'Helena Armas puisque j'avais énormément entendu parler de The Spanish Love Deception, mais je ne l'avais pas lu. Donc je suis vraiment ravie d'avoir pu découvrir ce second opus parce que on n'est pas vraiment dans une suite, mais quand même les personnages, on retrouve des personnages du premier tome dans ce second. Donc vous décidez, vous, si vous souhaitez lire The Spanish Love Deception avant ou pas, mais en tout cas, sachez que les deux peuvent se lire complètement indépendamment. Moi, ne pas lire le premier opus ne m'a absolument pas dérangée pour la compréhension de celui-ci. Donc vraiment, aucun souci si vous ne voulez lire que celui-là. Un énorme merci à Annette Gallet et à Lizzie, puisque c'est grâce à eux que j'ai pu le découvrir en version audio, et j'avoue que la version audio m'a bien plu, donc c'était parfait pour découvrir l'autrice. Donc, dans ce roman, on fait la connaissance de Rosie Graham, qui est une ancienne chef d'équipe ingénieure, qui a démissionné il y a quelques temps pour se consacrer à l'écriture de romances. Et donc, le premier tome de sa saga a eu un énorme succès, mais Rosie se retrouve confrontée à la fameuse page blanche et elle n'arrive pas à écrire une seule ligne. Pour couronner le tout, le plafond de son appartement new-yorkais s'effondre et donc elle n'a plus de toit sur la tête. Et elle décide du coup d'aller squatter chez Lina, sa meilleure amie, qui est partie en voyage de noces. Sauf que, manque de chance, quand elle arrive chez Lina, elle se rend compte que cette dernière a prêté son appartement à Lucas, son cousin espagnol, qui débarque pendant quelques semaines à New York pour des vacances. Bien évidemment, l'alchimie entre les deux va être presque instantanée et la cohabitation forcée qui va se dérouler dans cet appartement new-yorkais va être va précipiter un petit peu les choses, tout simplement. Donc, ne soyez pas étonnés au commencement de cette histoire, on est sur une romance slow burn. Donc, pour ceux qui ne sont pas trop au fait des thématiques et des thèmes pour les romances, le slow burn, c'est quand les choses se déroulent de façon très lente, l'histoire d'amour prend son temps et vraiment on assiste à quelque chose d'assez lent. Et vraiment, là, on est sur une pure romance slow burn. J'avoue que j'avais quand même un petit peu une appréhension parce que moi, vous le savez, hein, je pense depuis quelques temps, mais moi j'aime bien quand les livres ont beaucoup d'action, que ce soit la romance, les romans historiques, les romans policiers. J'ai toujours du mal avec les romans qui sont très lents. Et du coup, ça me faisait un peu tiquer cet aspect slow burn que j'avais encore rarement vu dans les romances, parce que moi je découvre un peu le genre, encore une fois, hein. Mais des romans slow burn, vous en avez un bon paquet. Et voilà, et du coup j'avais un peu peur. Finalement, c'est une lecture un petit peu en demi-teinte. C'est une romance à double voix. Donc vous avez l'alternance entre le point de vue de Rosie et le point de vue de Lucas, ce qui est vraiment pas mal puisque ça nous permet de nous attacher très facilement au personnage et surtout ça nous permet d'avoir une vision à 360 degrés, ce qui est plutôt agréable dans le cas d'une romance comme celle-là. Donc c'est plutôt sympa. L'autrice nous décrit des personnages qui sont terriblement attachants. Elle nous décrit des personnages qui sont l'incarnation même de la bienveillance et de la gentillesse. Et donc on ne peut que s'attacher à Rosie et Lucas. Après, le côté slow burn, malgré tout, le rythme du coup est très lent puisqu'on est vraiment sur ce côté slow burn. L'autrice attache énormément d'importance à planter le décor et à nous décrire la naissance d'une jolie histoire d'amour. Donc c'est très bien fait, c'est très bien amené. On a un peu des papillons dans le ventre quand on lit l'histoire au début, donc c'est plutôt agréable. Mais c'est vrai que j'ai regretté qu'il n'y ait pas un petit peu plus de rythme. Honnêtement, le côté slow burn, ça a tendance quand même à ralentir considérablement le rythme du roman.
Et certains passages m'ont paru extrêmement longs, notamment à la fin, où vraiment je me disais, bon allez, faut passer la seconde là, parce que ça commence à être un peu long. En plus de ça, j'ai un petit peu regretté qu'il n'y ait pas d'autres histoires à découvrir en parallèle. Là, on est vraiment sur une romance qui est auto-centrée sur l'histoire de Rosie et Lucas. Il n'y a que ça, il n'y a rien d'autre autour. Alors, il y a quand même quelques personnages qui gravitent autour, mais ça reste quand même anecdotique par rapport à l'histoire d'amour de Rosie et Lucas. Et je pense quand même que le fait que certains passages paraissent longs, ça aurait pu être contrebalancé s'il y avait eu d'autres histoires en parallèle qui se déroulaient. Et là, c'est pas forcément le cas. The American Roommate Experiment est quand même une belle romance slow burn avec une très belle histoire d'amour avec deux personnages qui sont très attachants, très émouvants. Mais malgré tout, pour moi, le côté slow burn, ça a moyennement fonctionné dans le sens où ça a ralenti le rythme. J'ai trouvé que certains passages étaient assez prévisibles du coup. Et bon, voilà, je reste un peu sur ma faim par rapport à ça. Ça n'empêche que j'ai quand même bien envie de découvrir The Spanish Love Deception parce que c'est un tome qui est exclusivement centré sur le personnage de Lina, qui est la meilleure amie de Rosie. Donc je me dis pourquoi pas, ça peut être sympa de découvrir ça. Je ne sais pas si on est sur du slow burn ou pas, mais j'ai quand même cru comprendre que Elena Armas c'était un peu la reine des romances slow burn, donc j'imagine qu'on est un peu dans le même style. À voir du coup, à voir. Juste petite info qui a quand même son importance, il y a quand même quelques scènes explicites, mais ça reste quand même relativement soft. Les scènes explicites, elles arrivent plutôt à la fin du roman, donc si vous n'êtes pas trop fan de ce genre de scènes, bon, sachez qu'il n'y en a pas non plus des masses et des masses. Il y a eu pire que ça, 10 fois pire. Hein. Ensuite, deuxième retour lecture que j'avais à vous faire, c'est le 3e tome de la trilogie de fantasy, The Prison Healer de Lynette Noni. Donc je vous en ai déjà pas mal parlé depuis le début de l'année parce que j'ai découvert le 1er tome en janvier. Je l'avais lu en lecture commune avec Doris du conte My Little Books 13 et j'ai continué la trilogie avec elle et donc du coup c'était très très cool de faire cette lecture commune ensemble, enfin ces lectures communes ensemble. Hein. Et donc on avait décidé quand même de pas faire trop traîner la trilogie en sachant qu'on avait toutes les deux eu un méga coup de cœur pour le 1er tome. Et moi j'avais eu un très très gros coup de cœur aussi pour le second. Doris un peu moins, mais moi j'avais beaucoup aimé les deux premiers. Donc on voulait pas trop faire traîner cette trilogie. Donc le 3e tome étant enfin sorti en français, c'était l'occasion ou jamais de se plonger dans cet univers pour la dernière fois. Que vous dire sur ce tome? Alors je ne peux pas vous faire de résumé. Parce que en fait il se passe tellement de choses dans cette trilogie que vous faire un résumé du 3e vous spoilerait le 1er et le 2e et vraiment c'est pas ce que je veux parce que moi je vous conseille qu'une seule chose, c'est de le lire et de découvrir cette saga par vous-même parce que ça vaut vraiment le détour. Donc je peux quand même vous faire un rapide résumé du 1er tome pour vous replanter un peu le contexte. On est donc dans un royaume imaginaire puisqu'on est dans les royaumes de Vanderhall et plus précisément dans la prison de Zalindov. Et donc on fait la connaissance de Kiva qui est une jeune femme guérisseuse et donc Kiva elle a son poste à l'infirmerie de la prison. Donc elle est emprisonnée depuis 10 ans avec son père qui est décédé depuis. Et donc l'objectif de Kiva, c'est de récupérer toutes les personnes qui sont mal en point et d'essayer de les sauver malgré tout, hein, mais bon, c'est pas forcément simple parce que la prison de Zalindov est une des prisons les plus... est réputée pour être la plus austère, la plus horrible, et c'est très très dur de survivre dans les conditions de vie de cette prison. Donc Kiva essaye de survivre tant bien que mal et un jour on lui emmène la reine des rebelles et donc la reine des rebelles c'est la chef d'un groupe d'opposants à la monarchie en place et la reine des rebelles est terriblement mal en point mais elle est condamnée à subir l'épreuve du supplice. Et l'épreuve du supplice, c'est une série d'épreuves qui se fait contre les 4 éléments, donc l'air, le feu, l'eau et la terre. Et c'est une épreuve qui est réservée aux plus dangereux criminels. Donc forcément, la reine des rebelles en fait partie. Et si on survit à cette épreuve du supplice, on est considéré comme étant libre et on peut quitter Zalindov, ce qui n'est pas chose aisée.
Sauf que la reine des rebelles est dans un état, mais alors catastrophique, en fait elle est mourante, et donc elle ne peut absolument pas participer à l'épreuve du supplice. Kiva décide donc de se porter volontaire à sa place, puisqu'elle se dit que pourquoi pas, elle pourrait peut-être réussir à survivre, et donc à sortir de cette prison dans laquelle elle est enfermée depuis 10 ans. Voilà. Donc ça, c'est le pitch de départ. Je vous en dis pas plus parce qu'après il se passe énormément de choses dans le 2e et 3e tome. C'est très addictif comme saga, c'est très addictif, il se passe énormément de choses. Le 3e tome est très très bon. Moi, ce que j'ai particulièrement apprécié dans le 3e tome, mais également dans toute la trilogie, ce sont les personnages, puisque le personnage de Kiva est vraiment un personnage chouchou. Moi, je l'ai vraiment beaucoup aimé. On est sur un personnage de fantasy qui, pour une fois, est un personnage humble, est un personnage humain. Ça change parce que souvent dans la fantasy, c'est un peu ce que je reproche à ce genre-là. On a souvent des personnages qui sont terriblement badass et on a un peu du mal à y croire parce que parfois c'est trop en fait. Là, c'est pas le cas. Kiva, elle est très courageuse, certes, mais quand elle a peur, elle le dit. Quand elle a mal, elle le dit. Quand elle est pas bien, elle le dit. Et en fait, elle est terriblement humble et ça la rend excessivement humaine. Et ça, vraiment, c'est top. Donc voilà, Kiva, elle est accompagnée de plusieurs personnages. Les 2 personnages que l'on voit le plus dans la saga, ce sont Jaren et Tip. Jaren, c'est un des prisonniers qui est avec elle dans la prison de Zalindov. Et Tip, c'est un peu son petit frère de substitution. Et du coup, ce trio-là est terriblement attachant. Et le fait de les retrouver un peu dans ces 3 tomes, bah, c'est top. Alors, ça m'a un petit peu... Alors j'allais dire déçue, faut peut-être pas exagérer, mais j'ai trouvé que dans le 3e tome, on retrouvait un petit peu moins Jaren et Tip. Et j'étais un peu, je suis restée un petit peu sur ma faim parce que je me suis dit, c'est dommage qu'on les voit pas autant. Alors après, bien évidemment, on a les raisons de leur absence un petit peu plus prononcées que dans les autres tomes, mais c'est vrai que c'est des personnages que j'aime tellement que j'aurais aimé les voir un petit peu plus dans le 3e tome. On n'est pas sur un coup de cœur phénoménal comme j'ai pu avoir pour les 2 premiers. On est sur une très bonne lecture, on est sur une excellente fin de trilogie, mais on n'est pas sur un coup de cœur. La raison, elle est simple, c'est parce que je n'ai pas été autant surprise que dans le 1er et dans le 2e tome, où on a des rebondissements de dingue, et ça nous laisse vraiment... Enfin, moi, à chaque fois, j'en restais la bouche ouverte en me disant, mais c'est pas possible, comment ça se fait que j'ai rien vu venir ? Et là, j'ai trouvé qu'on avait un peu moins ce sentiment de surprise. Ça n'empêche qu'on est sur une fin de trilogie qui est vraiment très très bonne. Et ouais, ça clôt très très bien cette trilogie. Enfin, j'ai beaucoup aimé la fin de ce tome. J'ai adoré cette fin de trilogie. Et vraiment, encore une fois, je vous recommande de lire cette trilogie de fantasy les yeux fermés. Si vous n'avez pas l'habitude du genre, je pense que c'est une bonne trilogie pour commencer, en toute honnêteté. Si vous aimez ça, eh bien, n'hésitez pas, ça va vous plaire. Donc vraiment, à chaque fois que j'en entends parler, je n'en entends que du bien. Je n'ai pas vu encore un seul avis négatif sur cette trilogie. Voilà, c'était l'argument final pour vous convaincre. J'en profite juste, petit aparté, mais sur cette trilogie-là, je vous recommande d'aller voir la vidéo de la chaîne La Bibliothèque d'Emilia, qui a fait un saga en série sur cette trilogie. Donc c'est plutôt bien fait, c'est des petites vidéos de 10 minutes qui expliquent un peu les séries qu'elle termine de lire. Donc là, en l'occurrence, elle a terminé la lecture du 3e tome. Et donc, elle a fait cette petite vidéo récap. Il n'y a pas de spoil et je trouve qu'elle résume très bien l'histoire, elle en parle très très bien. Donc si je ne vous ai pas convaincu, eh bien allez voir sa vidéo, comme ça, je suis sûre que vous serez convaincus. Et pour finir, 3e et dernier avis que j'avais à vous faire... Alors, on n'est pas forcément sur une lecture que j'avais prévue, loin de là. En fait, pour tout vous expliquer, je suis partie à Montpellier le week-end dernier, j'avais pris 2 livres avec moi, j'avais pris The Prison Healer et j'avais pris La tatoueuse de Jaipur. Et voilà, j'ai passé le week-end chez des amis, bref, on est reparti, j'ai pas fait attention à ma valise et résultat des courses, j'ai laissé les livres là-bas. Donc, j'étais un peu dégoûtée quand même parce que La tatoueuse de Jaipur, j'avais commencé et du coup, je ne peux pas continuer. Voilà, donc j'attends, on verra bien, mais bon, pour l'instant, je l'ai mis en stand-by du coup.
Et donc, en arrivant à l'aéroport, je me suis dit, ok, je vais pas attendre et tout à l'aéroport sans livre ni rien, donc j'ai décidé d'acheter un roman. J'ai pris celui qui me tentait le plus dans la sélection qu'on me proposait à l'aéroport. Il n'y avait pas non plus un choix incroyable. Et donc j'ai pris Et puis la foudre de Sophie Rouvier. Comme vous pouvez le voir, on est sur un livre de poche très court. J'ai beaucoup entendu parler de Sophie Rouvier, mais j'avais encore jamais lu cette autrice, j'avais pas encore découvert sa plume, donc c'était un peu l'occasion. L'histoire est assez simple, on est sur deux personnages, Max et Chiara, qui sont en couple depuis longtemps et qui décident de divorcer. Et donc un soir, ils rentrent du travail, ils se retrouvent, ils décident d'annoncer la nouvelle à leurs enfants. Et quand ils débarquent chez eux, ils se rendent compte que leurs enfants et leur famille et leurs amis leur ont organisé une fête surprise pour leurs 15 ans de mariage. 15 ans de mariage qu'ils avaient complètement oubliés. Ils étaient tellement pris par cette histoire de divorce qu'en fait ça leur était complètement sorti de la tête. Et donc pour leurs 15 ans de mariage, on leur offre un voyage romantique à New York. Voilà, donc ça c'est le pitch de départ. Je vous en dirai pas plus parce que je ne veux pas vous spoiler. Le livre fait 250 pages, donc bon, voilà, c'est vite lu. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, je ne vais pas vous en dire plus non plus parce qu'il ne se passe pas grand-chose de plus. Donc bon, pas d'intérêt de vous raconter plus de choses que ça. Bon, on va pas y aller par quatre chemins. Ça a été un flop pour moi cette lecture. Je suis un peu déçue parce que je m'attendais à apprécier, puis en fait pas plus que ça. J'ai trouvé que l'histoire était très plate, sans réelle consistance. En fait, c'est une histoire de divorce. C'est un couple qui divorce. Point. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Je ne me suis pas particulièrement attachée aux personnages, ni à Max, ni à Chiara. Je les ai pas trouvés... Ouais, non, je les ai pas trouvés incroyables. Hein. Donc du coup, j'ai pas eu plus d'attachement que ça pour eux. J'ai bien apprécié leurs enfants, pour le coup, que j'ai trouvé qui ont la tête froide, qui ont la tête sur les épaules et qui, malgré tout, ont vite compris de quoi ils retournaient, même si on les prend un peu pour des buses, hein, clairement. Mais voilà, donc ça, les enfants, c'est des personnages que je pense que j'ai préférés dans le roman. Les autres, franchement, que ce soit les parents, les amis et tout, bon, j'ai trouvé que... Ouais, il n'y avait pas forcément d'intérêt. J'ai pas très bien compris l'histoire, en fait. Pour moi, il n'y a pas d'intérêt à faire une histoire sur un couple qui divorce, dans lequel il se passe pas grand-chose. Le voyage à New York est sympa, mais bon, sans plus. Voilà, bon, franchement, honnêtement, je vais pas m'attarder parce que j'ai pas plus apprécié que ça. C'est vraiment dommage. Alors je pense quand même, enfin j'ai apprécié la plume de l'autrice, donc je pense que je continuerai avec Sophie Rouvier, mais je ne sais pas vers quoi je me tournerai. En tout cas, j'essaierai de sélectionner une quatrième de couverture qui me semble un petit peu plus fournie que celle-là, parce que c'est vrai que bon, finalement, tout est écrit sur la quatrième de couverture et il se passe rien de plus dans ce livre. Et avant de vous laisser là, parce que ce soir j'ai quand même une soirée de prévue, avant de vous laisser là, je vous fais un petit unboxing puisque j'ai reçu un service de presse, je sais ce que c'est. Il s'agit normalement, si j'ai bien vu, du dernier roman publié chez Gaëlis Éditions. Oui, alors. Les traditionnels marque-pages qui sont reconnaissables entre mille. Le petit mot. Et nous avons donc, normalement, le premier tome d'une nouvelle saga historique. Donc vous savez que, alors peut-être que vous ne le savez pas, donc je le refais. Je suis partenaire pour la maison d'édition Gaëlis. Et donc je suis partenaire uniquement pour la partie saga historique. Et donc je suis mais plus que ravie de ce partenariat parce que vous savez que je suis une grande fan des sagas historiques. Donc c'était l'occasion pour moi de découvrir des nouvelles sagas. Et j'ai adoré les deux premières sagas que la maison d'édition nous a permis de découvrir, à savoir Les Chemins d'Abeline et La Chambre du Lord. J'ai eu une mini préférence pour Les Chemins d'Abeline, mais franchement, La Chambre du Lord est très très bonne aussi. Et on attend d'ailleurs les prochains tomes, ça doit être les tomes 4 pour les deux... Oui, c'est ça, les tomes 4 pour les deux sagas qui ne devraient pas trop tarder à paraître, donc j'ai juste terriblement hâte. Et là,
ce mois-ci, nous recevons donc le premier tome de la prochaine saga, qui est donc La nièce du cardinal. Et ce premier tome s'appelle Le serment d'Henri. Alors je vous avoue que je ne sais pas combien de tomes il y a de prévus. Peut-être qu'il y en a l'info après. Ah bah non, j'ai pas l'info. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faudra qu'on attende d'avoir un peu plus d'informations pour vous en dire plus. Mais voilà. Donc, je vous lis la 4e de couve. Cour des Valois, 1588. En 1588, la cour des Valois jette son ultime éclat quand Adèle, 8 ans, y suit sa mère Rosaline du Bagy. Projetée au beau milieu d'un Louvre qui nage dans les intrigues des ultra-catholiques, la discrète Rosaline n'a de cesse d'acquérir les bonnes grâces de la reine Louise de Lorraine. C'est à Elisabetta, une courtisane accomplie, qu'elle se fie pour asseoir sa position à la cour. Pendant ce temps, Adèle se lie d'amitié avec Henri de Richelieu, le charismatique fils du grand prévôt. Les enfants coulent des jours heureux, mais la guerre entre ligueurs et royalistes rappelle bientôt à tous que l'étau se resserre autour de la monarchie. Dans un royaume plus que jamais en péril, Adèle et sa mère vont vivre le pire. Guerre, meurtre, trahison, complot, rien ne leur sera épargné. Comment Adèle se relèvera-t-elle du drame qui frappera son existence et lorsque 20 ans après, elle retournera à Paris, à laquelle le roi Louis IV aura donné une prospérité nouvelle, osera-t-elle s'avouer que dans son cœur, rien n'a changé pour Henri de Richelieu? Sauront-ils ensemble se prémunir contre les menaces qui les environnent? Voilà. Bon, eh bien, autant vous dire que ça me plaît bien. Alors, ce qui est plutôt cool, pour le coup, c'est que on est sur un tome qui est pas si long que ça. Il fait 366 pages. Et c'est assez rare chez Gaëlis parce que quand même, là je les ai pas, je regarde mais non je les ai pas. On est quand même sur des tomes de saga qui sont monstrueusement épais. Et alors même si ça se lit extrêmement vite, j'avoue que quand on reçoit une brique de 700 pages, on prend un peu peur. Là, un livre de 360 pages, si ça se lit aussi vite que les autres sagas, je pense qu'en 2 jours c'est bouclé quoi. Donc je vais le lire très bientôt bien sûr parce que c'est un service de presse, donc je vais le prioriser par rapport au reste et je vous en donnerai mon avis bien sûr. Bon, ça fait bien longtemps que je vous parle, donc je vais m'arrêter là parce que sinon vous allez ne plus en pouvoir, mes pauvres. Je vous reprends bien sûr très prochainement pour les nouveaux avis lecture. Hello! Ce matin, je vous emmène avec moi pour un événement bien particulier puisque je suis invitée au lancement d'une nouvelle maison d'édition nantaise. Il s'agit de la maison d'édition Zalocus et c'est une maison d'édition qui est spécialisée dans les romans policiers et dans les thrillers judiciaires. Donc, eh bien écoutez, je vous emmène avec moi. Ce matin, c'est la présentation des premiers ouvrages édités par la maison d'édition, donc c'est l'occasion. Et puis, ben, allez, let's go! Reprends rapidement après ce petit événement littéraire de ce matin pour vous parler un peu plus en détail de la maison d'édition Zalocus. Donc, comme je vous le disais ce matin, Zalocus et pas Zalocus. Zalocus, c'est une maison d'édition qui est toute nouvelle, c'est une maison d'édition nantaise spécialisée dans les romans policiers, mais plus particulièrement dans les thrillers judiciaires. Et donc ce matin, nous avions l'occasion de rencontrer le directeur de cette maison d'édition ainsi que la chargée de communication qui était là et donc c'était très sympa. On était dans un escape game qui s'appelle la Ligue des Gentlemen Extraordinaires sur Nantes, qui est très 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 sympa comme lieu. Et donc l'objectif c'était de nous expliquer un petit peu la naissance de cette maison d'édition et les premières parutions. Donc il y a déjà eu 2 parutions qui ont été faites sur cette maison d'édition. Vous avez d'abord une première parution qui s'appelle Les Abîmes. Et Les Abîmes, c'est un recueil de nouvelles, donc vous avez 3 nouvelles policières pour le coup, qui ont été sélectionnées grâce à un concours organisé par la maison d'édition.
Et donc voilà, et donc ça a donné ce petit recueil de nouvelles. Alors personnellement, je ne l'ai pas lu, donc je ne peux pas vous en dire grand-chose, si ce n'est que ça a l'air quand même très tentant, cette histoire. Et le deuxième ouvrage qui a été publié par la maison d'édition, c'est une réédition des livres enfin pas de tous les livres, mais de certains livres de Gaston Leroux, puisque vous avez notamment Le mystère de la chambre jaune qui a été réédité. Donc il y en a deux, deux histoires de Gaston Leroux. Vous avez Le mystère de la chambre jaune et le deuxième, je ne sais plus exactement. Mais ce sont deux romans qui ont été réédités avec des commentaires. Donc vous avez le directeur de la maison d'édition qui est un avocat également, donc qui commente d'un point de vue plutôt procédural le mystère de la chambre jaune, et vous avez une autre personne qui commente le deuxième roman de Gaston Leroux, et vraiment pour avoir vu l'ouvrage et pour l'avoir eu entre les mains, c'est pas du tout, enfin c'est vraiment très bien fait en termes d'édition parce que les commentaires sont disposés à côté du texte et ça n'empêche absolument pas la lecture, bien au contraire. Donc vraiment très très bien, une très belle découverte. Et nous étions réunis ce matin surtout pour parler du troisième ouvrage de la maison d'édition qui va sortir le 23 mai, donc je vous en parle. Nous avons pu repartir avec un exemplaire, donc autant vous dire que j'étais très contente. Ça s'appelle Dans le sang versé et c'est écrit par Ruth Mancini, qui est une autrice anglaise. Et Dans le sang versé, pour le coup, c'est le premier thriller judiciaire, donc le premier vraiment de ce genre-là, à être publié chez Zalocus. Et voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, alors moi ça me fait très envie, hein, vous savez, les thrillers judiciaires, c'est vraiment complètement ma came. Les thrillers judiciaires, c'est ce que moi j'appelle un peu plus dans mon jargon les romans procéduraux. C'est ce que vous allez avoir quand vous allez lire du Lisa Gardner par exemple, quand vous allez lire du Shari Lapena aussi, ce genre de roman où vous avez quand même un petit peu plus en détail toute l'enquête judiciaire qui va se dérouler à côté. Donc c'est, enfin, toute l'enquête, vous avez l'enquête d'un côté et vous avez toute la partie procès plutôt judiciaire derrière. Au niveau français, le directeur de la maison d'édition nous parlait notamment du roman Les choses humaines de Karine Thuil, que l'on peut catégoriser dans ce genre-là, ou encore La jurée de Claire Géano, qui est dans ma palme et que je n'ai pas encore lu. Donc voilà, un petit peu. Donc dans le sang versé, de quoi ça parle? Je vous lis la 4e de couve. Elle est accusée d'avoir essayé de tuer son bébé de 11 mois. Son nom est Ellie. C'est une jeune maman, 20 ans. En bref, elle l'a empoisonné. Et puis, alors qu'il est en train de récupérer à l'hôpital, elle entre dans le service et essaie de le tuer à nouveau. Mon Dieu, comment? Il était sous dialyse. Elle a retiré le tube. Ils appellent ça un cathéter qui renvoyait le sang dans son corps. Et bien sûr, la machine a juste continué de pomper le sang. Elle a étendu une couverture sur lui pour le cacher. Il en est presque mort. Et on a bien la preuve que c'était elle. Ruth Mancini est autrice et avocate pénaliste. Elle exerce au sein d'un grand cabinet de droit pénal dont les bureaux sont à Londres, défendant les personnes arrêtées dans les commissariats de police. En dehors de son travail juridique, elle se consacre à l'écriture de romans policiers et de fiction psychologique. Dans le sang versé est son premier roman traduit en français. Voilà. Donc ça me tente beaucoup. Voilà. Et autre information que je tenais à vous partager également, si vous êtes dans la région nantaise, ça peut vous plaire. Sachez que le 30 mai à 19h30, il y a une conférence organisée donc à l'association culturelle de la Maison de l'Avocat. Et donc c'est une conférence sur le thème du thriller judiciaire tout simplement. Donc cette conférence, elle sera donnée par Julien Mounier, hein, qui est le directeur de la maison d'édition Zalocus, et donc vous aurez bien évidemment, enfin on va forcément parler de ce roman comme vous pouvez le voir ici, mais pas que, puisque l'objectif c'est également de parler de littérature, de séries, de films, donc c'est pas que littérature vraiment, c'est vraiment le genre du thriller judiciaire, mais au sens large on va dire. Donc moi je ne pourrai pas y aller malheureusement parce que je ne suis pas là le 30 mai, mais si vous avez l'occasion d'y aller, n'hésitez pas parce que honnêtement ça a l'air très très intéressant. On se retrouve, on est mercredi soir, mercredi 1er mai, il est 20h passé, d'où la luminosité pas terrible, j'ai dû allumer la ring light, donc
Désolée si la qualité de la vidéo n'est pas terrible, je fais avec les moyens du bord. Donc, je viens ce soir clore ce carnet de lecture, mais avant de le clore, je voulais quand même vous donner un avis lecture sur la dernière lecture que j'ai faite, que j'ai quand même, on peut le dire, relativement dévorée. Je m'attendais pas forcément à ça parce que c'est quand même un livre qui fait 450 pages, donc je ne pensais pas le lire aussi rapidement, mais j'ai été très vite embarquée par l'histoire. Évitons de faire durer le suspense, il s'agit de La liste des regrets de Nikki Brammer. Désolée, vous avez un petit reflet là, mais bon, c'est comme ça. La liste des regrets de Nikki Brammer, je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps puisqu'il est sorti aux éditions Erol en début d'année. Donc vraiment, je l'ai acheté presque dès sa sortie. Il me tentait beaucoup, mais j'avais vraiment très peur que ce soit un livre qui traîne dans ma palle très très longtemps avant que je décide de l'en sortir. Finalement, eh bien, je l'ai lu assez rapidement et franchement, c'est grâce à Coralie du compte Coralie et Écoute sur Instagram, je vous mettrai son compte, qui m'a proposé une lecture commune et franchement, si elle ne m'avait pas proposé cette lecture commune, je pense que ce roman serait encore dans ma palle. Donc vraiment, merci Coralie, grâce à toi, -1 dans la palle, c'est toujours cette prix. Du coup, je vous avoue quand même, petit aparté, mais je vous avoue que on était un peu... on se demandait si ça allait bien se passer ou pas comme lecture commune, puisque la dernière fois que j'ai fait une lecture commune avec Coralie, c'était pour lire le premier tome de la saga Les Trois Dahlias. Donc je sais plus trop le titre, je crois que c'est Meurtre à Aldemer House, quelque chose comme ça. Et franchement, ça n'avait pas été un franc succès, ni pour elle, ni pour moi. Donc du coup, on savait pas trop dans quoi on se lançait. Bref, passons, aparté terminé. De quoi parle la liste des regrets? Eh bien, ça parle de Clover, qui est une Tanadoula. Donc, Clover est une sage-femme de fin de vie. Elle accompagne les mourants dans leur dernier souffle. Et donc, c'est une jeune femme qui est très solitaire parce qu'elle elle a perdu ses parents quand elle était enfant. Elle a perdu son grand-père qui l'a élevée quelques années auparavant, il me semble que c'est 6 ans auparavant dans le roman. Et donc en fait, elle a plus de famille, elle a très peu d'amis parce que c'est quelqu'un qui n'est pas très sociable, qui est assez introverti. Et la seule interaction sociale qu'elle a au quotidien, c'est avec Léo. Léo, c'est un vieux monsieur qui était un ami de son grand-père, qui lui sert un peu de grand-père de substitution, avec qui elle fait des parties de jeu de temps à autre, entre deux missions, 2 accompagnements de clients. Et voilà. Donc, si vous voulez, la vie de Clover, elle est quand même assez restreinte, jusqu'au jour où elle va faire la connaissance de Claudia, qui va devenir une de ses... alors, ça m'embête un peu de dire ce mot-là, mais cliente. Je sais pas si on peut vraiment dire patiente, parce que Clover n'est pas médecin, donc on va dire cliente, mais ça me fait un peu bizarre de dire ça. Et donc Claudia, c'est une dame assez âgée qui, du coup, est malade, est en fin de vie, et donc elle va se faire accompagner par Clover. Et en fait, entre elles, il va y avoir un peu une évidence, elles vont créer une belle relation. Et donc c'est toute l'histoire de cette relation, et un peu plus quand même, que l'on va avoir dans la liste des regrets. Je ne vais pas vous mentir, au début ça partait relativement mal parce que les 150 premières pages de ce roman sont très lentes. Donc j'ai vraiment eu peur, je vous l'ai dit en début de carnet de lecture, je me répète assez souvent, mais moi les romans très lents, c'est vraiment pas ma tasse de thé. J'aime quand il y a de l'action, j'aime quand ça bouge, j'aime quand on ne s'ennuie pas. Et là franchement, les 150 premières pages nous permettent de planter le décor, de mieux découvrir Clover, mais il ne se passe pas grand chose. Et bon, j'étais un peu sur la retenue, j'attendais un petit peu de voir, et j'ai même, à un moment, je me suis même dit, oula, si ça continue comme ça, je vais l'abandonner. Finalement, heureusement que je n'ai pas fait ça, parce que j'ai adoré ce roman, vraiment, j'ai beaucoup aimé. On est sur un roman qui a un personnage principal, donc qui est Clover, qui est terriblement attachant. Clover, vraiment, elle est très émouvante, c'est quelqu'un
qu'on a pris le temps de découvrir dans les 150 premières pages quand même. Donc du coup on a fini par s'attacher à ce personnage et elle a beau être solitaire, elle a beau être assez taciturne, assez renfermée, c'est quelqu'un qu'on a vraiment envie de prendre dans ses bras, à qui on a envie de faire un câlin, à qui on a envie de faire découvrir plein de choses en fait, de lui faire un peu découvrir la vie parce que Clover elle a pas beaucoup eu d'expérience dans sa vie, d'expériences nouvelles, de choses comme ça. Alors elle a pas mal voyagé, mais c'était toujours plus ou moins tourné vers ses expériences de fin de vie et pas vraiment vers des expériences de vie tout court. Et donc on a vraiment envie de lui dire allez vas-y, libère-toi de tout ça, découvre la vie, fais-toi plaisir. Et donc Clover, ouais, c'est un personnage vraiment qui est marquant, qui est attachant, qui est touchant. Et c'est pour ça en fait qu'on a envie de continuer le livre. C'est assez dingue parce que l'autrice arrive à faire une prouesse assez incroyable, puisque elle prend un sujet qui est triste, qui est déprimant, qui est vraiment, pas très joyeux, hein, parce que ça parle vraiment de la mort, ça parle de la fin de vie. On suit Clover qui accompagne plusieurs personnes en fin de vie, et vraiment, on n'est pas sur quelque chose de très joyeux, clairement. Et pourtant, elle arrive à faire un roman lumineux, un roman plein d'espoir, et ça vraiment pour moi c'est une prouesse incroyable, parce que c'est quelque chose qui est vraiment pas donné d'avance. Enfin, avec un thème comme celui-ci, moi je pensais que ça allait être très plombant, très dur, et pas forcément très agréable à lire, un peu comme Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin, que pour le coup moi je n'ai absolument pas trouvé lumineux, et c'est un roman qui parle énormément de la mort et j'ai trouvé ça mais plombant à souhait. Alors que là, pas du tout. Vraiment là on est dans quelque chose de très lumineux, de très stimulant et vraiment de plein d'espoir. Et ça, c'est vraiment bravo Mickey Bramer pour ça, parce que je pense que c'est pas donné à tout le monde de le faire, je pense que c'est pas évident, et quand on ressort de ce livre, on ne se dit pas ok, bon bah je suis déprimée pour la soirée, merci, non non non. Alors bien évidemment, moi j'ai refermé le livre un petit peu en pleurs parce que certains passages de la fin du livre sont sacrément poignants, mais en fait c'est émouvant, et c'est ça en fait que je retiendrai de ce livre, c'est terriblement émouvant. D'ailleurs, je voulais en profiter quand même pour vous lire un tout petit passage du livre, parce qu'en fait, il y a énormément de citations que j'ai marquées dans le livre. C'est vraiment des choses que je fais rarement, mais là, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de phrases coup de poing, de citations qui nous donnent à réfléchir sur la vie en règle générale. Et ouais, c'est poignant, c'est vraiment poignant. Donc je vous lis un petit passage. Toute ta vie, tu as aidé les autres à avoir la belle mort que tu n'as pas pu offrir à ton grand-père. Mais le secret d'une belle mort, c'est de vivre une belle vie, mettre son cœur à nu, le laisser se briser, prendre des risques, commettre des erreurs. Promets-moi, gamine, que tu vas t'autoriser à vivre. Voilà, bon, c'est vraiment juste un exemple, mais le livre est truffé de citations comme celle-là. Et je trouve que c'est des beaux messages d'espoir que l'on fait passer à travers cette histoire. Je vous propose donc d'en rester là pour cette semaine. J'espère que parmi tous les retours lecture que j'ai pu vous faire, il y aura certains livres qui vous auront intéressé. J'espère vraiment que vous vous laisserez tenter par celui-ci, que j'ai beaucoup aimé. Mais laissez-vous également tenter par la trilogie The Prison Healer, que vous soyez fan de fantasy ou pas, à tous les coups ça peut vous plaire. Et laissez-vous également tenter, pourquoi pas, si vous aimez la romance et le slow burn, par The American Roommate Experiment. Si vous avez lu le roman de Sophie Rouvier, n'hésitez pas à me donner votre avis, parce que vraiment je serais très curieuse d'échanger avec des personnes qui l'ont lu. Voilà, comme ça, ça me permettra de confronter un petit peu mon point de vue avec le vôtre. J'espère que de votre côté vous avez fait de belles découvertes livresques. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez en ce moment. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans un nouveau carnet de lecture. Allez, ciao!